Merci encore pour l'invitation à faire une présentation sur les fractures luxation ou les fractures du plateau tibial médial du genou. Je m'appelle Arvin Von-Corella. Je suis professeur adjoint de chirurgie orthopédique. Je suis sous-spécialisé dans les traumatismes orthopédiques. Il s'agit souvent d'un exposé assez important sur ce qu'il ne faut pas manquer dans les fractures luxation ou les Schatzker-Four qui agissent parfois potentiellement comme des Schatzker-6. Souvent, la question se pose de savoir quand il est nécessaire d'aborder le côté latéral de ces fractures médiales. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. La face médiale du tibia proximal est parfois un peu méconnue, simplement parce que nous ne l'abordons pas très souvent. L'incidence des fractures de Schatzker-6 ou de Schatzker-4 n'est pas très élevée. Ce qu'il faut retenir, c'est que tant que vous gardez vos incisions et votre dissection profonde dans le plan sagittal, en ligne avec les structures, vous êtes à peu près en sécurité, sans danger. Essayez d'éviter de blesser les ligaments, en particulier le ligament collatéral médial profond. Si vous le coupez, vous risquez de provoquer un traumatisme. Si vous le coupez, vous risquez de provoquer une instabilité importante. Personnellement, j'essaie de regarder le site de la fracture et de décider s'il est antérieur ou postérieur au ligament collatéral médial. Puis je décide des approches que j'utilise. Qu'il s'agisse d'une approche antérieure, médiane ou postérieure, médiane ou même postérieure. N'oubliez pas que les paires avec le tendinosus gracile et le sartorius attachés vous pouvez les libérer et les suturer à la fin du cas si vous avez besoin de les libérer en premier lieu. Il est clair que vous avez plusieurs options pour traiter les fractures du tibia proximal, en particulier sur le côté médial. Vous pouvez faire des approches directes, antérieures, un peu tombées en disgrâce, médiale droite ou médiale postérieure. Vous pouvez ensuite effectuer la même approche postérieure médiale en position couchée, ou simplement l'approche postérieure de l'extenseur dont je parlerai un peu plus tard. Il est important de se rappeler que n'assure pas la stabilité avec un dispositif très souple côté médial comme la plaque tubulaire. Elle n'est pas suffisante pour résister aux forces qui s'exercent sur le plateau tibial médial. Il faut au moins utiliser une plaque de reconnaissance de 3,5, mais pas en tant que plaque primaire. Il est alors préférable d'utiliser des plaques de plateau tibial contralatéral ou évidemment des plaques précontractées si vous y avez accès. Selon moi, il existe quatre types de fractures de Schatzker-Eve. Les fractures luxation du genou, il y a le plateau tibial médial isolé et le plateau tibial à haute énergie avec une dépression articulaire centrale et latérale. Il y a aussi une partie des fractures de Schatzker-6. Elles peuvent avoir une composante médiale, parfois même avec un dédoublement coronal ou simplement comme la fracture postérieure isolée, le cisaillement médial. Et ça dépend vraiment de la façon dont la force se transmet à travers le genou pour provoquer certains schémas de fracture. Il s'agit de la fracture plateau tibial médial à haute énergie qui entraîne une dislocation de l'ensemble du genou où le fémur se déplace avec la partie fracturée du côté médial. Vous pouvez voir sur le site que le tibia proximal latéral ne s'aligne pas clairement avec le fémur distal latéral. Souvent, lorsque le condyle fémoral latéral heurte le plateau tibial, on observe une dépression latérale ou centrale. Il est clair qu'il s'agit d'un modèle de fracture où il faut faire attention à ne pas rater les lésions des tissus telles que les lésions vasculaires, les lésions de traction nerveuse, les transections. Les transections sont évidemment un peu rares, mais les lésions de traction. Il s'agit d'une étude portant sur les fractures du plateau tibial de Schatzker-Ford qui présente une incidence incroyablement élevée de déchirure méniscale latérale et de rupture du ligament croisé antérieur, en plus des structures neurovasculaires. Permettez-moi d'essayer de montrer un cas qui est lucide ou présente le modèle de fracture commun. Ici, vous pouvez voir que la fracture a été inversée. Il s'agit essentiellement d'une dislocation de la fracture.
Le côté latéral du plateau ne correspond pas au condyle fémoral latéral. Il y a une dépression latérale et une fracture du plateau tibial médial assez importante. Sur la radiographie latérale, il y a probablement une composante de cisaillement dans cette blessure. Si vous le pouvez, il serait bon de faire un scanner pour mieux comprendre et valider votre idée de ce qui s'est passé ici. Les deux choses à rechercher sur la vue sagittale, vous pouvez voir la composante de cisaillement médial postérieur, ainsi qu'une compression incroyablement profonde de la surface articulaire du côté latéral. L'articulation est probablement enfoncée de 2 à 3 cm dans le tibia proximal. Vous pouvez imaginer qu'avec une telle force, vous pourriez avoir des structures neurovasculaires. Il s'agit là de quelques résultats opératoires de stratégie de traitement. Ici, j'ai essayé d'élever le côté latéral, mais le carbure à travers le site de la fracture du côté médial, mais je n'ai pas pu le faire. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai abandonné cette idée, je suis passé au côté médial, j'ai fixé le côté médial afin d'obtenir une bonne colonne, construire mon côté latéral contre à gauche. Les vis du segment proximal sont courtes. Vous voyez maintenant que j'ai pratiqué une incision latérale. Approche latérale standard du tibia proximal. Élévation du condyle tibial latéral. Pose de fil de K. Pose d'une plaque. La comprime. M'assure que mes plaques sont correctement positionnées. Et complète le reste des vis avec verrouillables et non verrouillables. Comme vous pouvez l'imaginer, il y avait un vide assez profond. Nous l'avons comblé à l'aide d'un substitut osseux à l'adresse. Elle s'en est bien sortie. Un autre cas permet d'élucider l'autre type de fracture luxation. Il n'y a pas de dépression centrale ou latérale. Il s'agit d'un cisaillement médial postérieur, là encore. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un cisaillement médial postérieur isolé. Sur la vue axiale du côté droit, vous pouvez voir que toute la fracture du plateau tibial médial est cassée. Mais ici aussi, sur les premières images du sagittaire, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une sorte de composante de cisaillement. Il est donc très important d'utiliser une plaque solide sur l'aspect médial postérieur du tibia proximal pour résister à ces forces. Un bon moyen de réduire la luxation et d'utiliser une pince que vous pouvez voir ici latéral du tibia proximal et sur le côté médial du fémur distal pour pousser le plateau tibial sous le fémur. Cela vous permet vraiment d'affiner votre fracture du côté médial et ensuite de placer une plaque. L'idée est donc de savoir quelle est votre stratégie, comment traiter ces problèmes. Il est clair que s'il s'agit d'une fracture médiane, vous pouvez décider en fonction de l'endroit où la fracture est antérieure ou postérieure à la clavicule. Vous pouvez décider si vous allez procéder à un traitement postérieur ou à un traitement intermédiaire. Le moment où j'opte pour le médial et le latéral, c'est en cas d'impaction de l'articulation latérale ou de l'articulation centrale, ce qui n'est évidemment pas aussi important. Mais si la blessure est suffisamment importante pour que vous ressentiez le besoin de la tasser et que vous ne puissiez pas le faire par le côté médial, vous pouvez facilement le faire par le côté latéral. Parfois, si le côté latéral est intact, il faut faire une ostéotomie du plateau tibulaire latéral pour y accéder. Comme je l'ai mentionné, l'incidence des lésions est également assez élevée, en particulier du côté latéral. En cas de dislocation ou de rupture, les muscles latéraux sont entraînés dans l'articulation du genou et peuvent, qui est en fait une source d'incapacité à réduire la fracture, en particulier l'enfoncement latéral. Quand choisir la voie postérieure? J'entrerai un peu plus dans les détails dans un autre exposé. Mais la chose la plus importante est que surtout lorsque vous avez une blessure isolée en hyperextension du genou, et qu'il s'agit vraiment d'un cisaillement postérieur avec une implication médiale postérieure et latérale postérieure, il est tout simplement plus facile de le faire dans la partie postérieure. Il est tout simplement plus facile de le faire en position couchée. Ce n'est qu'un résumé. Il existe quatre sous-types de fracture de Schatzky. Le médian isolé, type 4 à haute énergie avec impaction latérale, cisaillement postérieur, côté médial dans le cadre d'une fracture bicondylienne. Voici un autre petit cas d'un jeune homme victime d'un accident de ski.
Les radiographies ne semblent pas particulièrement inquiétantes, à l'exception de celle de la droite et de la latérale. Mais lorsque vous regardez le scanner, vous pouvez vraiment voir qu'il y a un composant de cisaillement médial postérieur d'assez grande taille, avec un peu d'impaction latérale du plateau tibial. Ce que nous avons fait ici, c'est que la blessure n'était pas aussi grave. J'ai accédé à l'ensemble par un petit trou du côté médial et j'ai tassé la pointe latérale du plateau. Puis j'ai placé les signaux comme un chevron. Et enfin une autre fracture de cisaillement médial postérieur. Juste pour faire passer le message qu'il faut vraiment essayer de placer une plaque à l'apex de la fracture sur le côté postérieur. Je vais donc m'arrêter ici et passer ensuite aux fractures postérieures de type cisaillement. Permettez-moi de partager à nouveau mon écran. La question est donc de savoir si à un moment donné, il faut appuyer sur la gâchette et opter pour une approche postérieure du tibia proximal. Quelles sont celles qui nécessitent vraiment une approche postérieure directe? J'aimerais mettre cela en évidence avec un cas ici. Nous pouvons voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez la fracture du péroné proximal et vous voyez quelque chose sur le plateau tibial. Cela ne semble pas correct. Le côté médial est cassé. Il y a une petite rupture corticale. On ne sait pas très bien ce qui se passe ici. Mais le scanner montre un peu plus le problème. Vous avez donc une composante latérale postérieure et une composante médiale postérieure de l'ensemble du condyle postérieur. Vous avez une composante de cisaillement à la fois dans le plan sagittal et dans le plan coronal. Lorsque vous regardez les reconstructions CT3D, vous pouvez clairement voir que les deux sont en quelque sorte. Tout le condyle postérieur est concerné. Il n'y a rien à l'avant. Lorsque vous effectuez ces approches par l'arrière, il est primordial que vous vous assuriez avant de commencer, de voir ce que vous devez voir, afin de ne pas être continuellement bloqué par la jambe latérale. Ici, on peut voir les images préopératoires et une plaque de renfort pour renforcer la composante de cisaillement. L'approche de l'Obenhofer est en quelque sorte une modification de l'approche médiane postérieure. Pour l'essentiel, c'est exactement la même chose. Voici quelques résultats graphiques de cette opération. En gros, vous pouvez le faire en postéro-interne ou en postéro-latéral selon l'endroit où vous devez aller. Le latéral postérieur est un peu moins utilisé par crainte du nerf péronnier commun. Mais c'est tout à fait possible. Rappelez-vous simplement que vous êtes limité par le gastroc et que vous n'avez pas autant d'excursion vers l'aspect distal du tibia proximal que si vous partez du côté médial. Voici quelques images cliniques de l'approche médiane postérieure. En position couchée, nous pratiquons une incision sur le bord du gastroc médial. Il s'agit essentiellement d'identifier la tête médiale du gastroc. Cherchez les tendons ischio-jambiers qui traversent. Parfois, vous pouvez simplement les laisser en place. Il n'est pas nécessaire de les libérer. Ensuite, vous disséquez soigneusement le ventre du muscle avec le cob et vous placez un Oman émoussé de l'autre côté du tibia, tout en veillant à ne pas le faire. Vous veillez à ne pas interrompre l'apport de sang artériel au membre distal. Et puis c'est un peu ça. Si vous avez du mal, vous pouvez étendre un peu votre incision. Vous pouvez même libérer la partie de la tête médiane de l'estomac si vous ne pas passer du côté latéral. Mais même pour les personnes musclées, il est assez facile d'aller jusqu'au bout. Il est parfois utile de ne pas utiliser de demander à l'anesthésiste de procéder à une relaxation musculaire complète. Vous pouvez facilement voir toute la partie postérieure du tibia proximal. C'est lui. Vous pouvez voir qu'il est assez corpulent, et c'était sa jambe. Je pense donc que c'est assez bien. Il est assez facile d'y accéder par le côté médial si l'on veut l'étendre. On peut aussi faire une incision dans l'articulation du genou à l'arrière et la remonter sur le côté latéral du fémur distal. Mais il est extrêmement rare que je pense qu'il faille faire cela.
Il s'agit de la diapositive de mise en évidence. Je pense que cette diapositive vous expliquera un peu plus en détail quand vous devriez vraiment envisager d'aller vers le postérieur. S'il s'agit d'une colonne postérieure isolée, je pense que vous facilitez la tâche en allongeant le patient sur le ventre et en adoptant une approche postérieure. En particulier lorsqu'il y a une atteinte postérieure médiale et postérieure latérale. En général, si l'on répare correctement les fractures du plateau tibial postérieur, le résultat clinique est assez bon. Mais parfois, il manque un peu d'extension parce que vous provoquez une cicatrice à l'arrière du genou. Il faut donc faire attention. Il est possible de les garder en extension pendant un certain temps après l'opération. Il est généralement plus facile de retrouver la flexion, mais pas l'extension. Et ceci vient juste de l'hôpital MGH, où nous avons examiné les résultats cliniques. Vous pouvez voir ici une photographie opératoire où l'on passe essentiellement du côté médial au côté latéral. On voit ici que la tête médiane de l'estomac est divisée et rétractée. Lorsque vous faites cela, veillez à identifier les structures neurovasculaires en premier lieu. Avant de faire cela. Sur ce, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par email.